Certaines vérités sont trop lourdes à porter à voix haute, même des années plus tard. Mais ce soir, la maison est silencieuse. La rivière, par ma fenêtre, est calme et sombre. Et quelque chose en moi est enfin prêt à laisser les mots venir. Je m'appelle Ila. Pendant 15 ans, j'ai été cette femme qui avait appris à se fondre dans son propre mariage. Cela se fait lentement. Comme le brouillard qui enveloppe un port au petit matin. On ne se rend compte de son épaisseur que lorsqu'on ne distingue plus la rive. Dererik aimait l'ordre. Il aimait les décisions prises rapidement, les opinions affirmées avec fermeté et que la vie suive son cours. Avant, j'appelais ça de la confiance. Avec le temps, j'ai compris que c'était quelque chose de plus lourd, une certitude qui ne laissait aucune place à celle des autres. Notre maison de ville se trouvait dans une impasse tranquille, à 20 minutes de la ville. Briques rouges, pelouse impeccable, le genre d'endroit devant lequel on passe en voiture en pensant à la stabilité. Pourtant, à l'intérieur, je passais la plupart de mes soirées à retenir mon souffle. J'avais un emploi stable dans un cabinet comptable régional du centre-ville. Les chiffres étaient rassurants. Ils ne contestaient rien. Le poste de Derek dans l'immobilier commercial était mieux rémunéré, plus prestigieux, et il ne manquait jamais de nous le rappeler. Quand on se disputait, ce qui se faisait de plus en plus rare avec les années, il me rappelait qui s'occupait du crédit immobilier, qui gérait les investissements, qui savait vraiment comment fonctionnait le monde. Mon salaire, sous-entendait-il, ne valait rien. Mes ambitions encore moins. J'ai cessé de les partager. J'ai arrêté de proposer des week-ends, des sorties au resto, des cours d'art floral ou d'aquarelle. Il y a des années, j'avais mentionné mon envie d'apprendre quelque chose, juste pour moi. Il avait ri, pas d'un rire moqueur, mais rapidement. Comme on rit du rêve impossible d'un enfant. Tu abandonnerais dans 1 mois, avait-il dit. On aurait perdu des centaines d'euros pour rien. Je me suis sentie bête d'avoir même osé le dire à voix haute. Après ça, j'ai enfoui ce désir au plus profond de moi, comme un trésor fragile que je n'osais pas tenir. Puis, un mardi soir comme les autres, après la vaisselle, alors que Derek était déjà installé devant son jeu vidéo à fond, une pub est apparue sur mon téléphone. Des cours d'allemand gratuits. J'ai failli passer mon chemin. Quelque chose m'a retenu. Peut-être l'idée d'une langue qui n'appartenait à personne d'autre. Peut-être la rébellion silencieuse que je ressentais en faisant quoi que ce soit qui n'ait rien à voir avec lui. J'ai cliqué sur le lien. Ce petit clic a été la première lueur d'espoir dans une pièce dont j'ignorais l'obscurité. Au début, j'étudiais en cachette. 15 minutes avec des écouteurs pendant qu'il regardait la télévision. La porte de la chambre presque fermée. Je murmurais de nouveaux mots dans le noir comme s'il s'agissait de secrets. J'avais peur que quelqu'un m'entende. Gutan. On a compris. Des choses simples. Mais chaque prononciation correcte était comme un petit muscle qui se contracte après des années d'immobilité. 15 minutes sont devenues 30. 30 sont devenues 1 heure. J'ai acheté un cahier bon marché et je l'ai caché sous des pulls pliés dans le placard. Des listes de vocabulaire, des tableaux de grammaire, des petites phrases. Je m'entraînais à voix basse sous la douche. L'application m'indiquait que mon accent s'améliorait. À chaque fois, une douce chaleur m'envahissait. Une sensation qui frôlait dangereusement la fierté. Je n'en ai jamais parlé à Derek. Non pas que je voulais garder des secrets éternellement, mais parce que je savais déjà ce qu'il dirait. Inutile. Une perte de temps. Pourquoi apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec notre vie? Et sous ces mots, cette intonation familière que j'avais appris à entendre même quand il ne parlait pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'en es pas capable. Reste dans ton coin. Alors, je me suis tue. Ce petit coin d'allemand est devenu le seul endroit où je n'étais ni jugée, ni corrigée, ni contrôlée. Il était à moi. Les mois ont passé ainsi. De petites nuits volées, une croissance que personne d'autre ne pouvait voir. Puis, un soir, Derek est rentré, son téléphone à la main, comme s'il avait gagné le gros lot. Il avait trouvé l'endroit parfait. Un loft dans le quartier des entrepôts rénovés du centre-ville, mis en vente par un Allemand nommé Mathias. Vue imprenable sur la rivière. Il ne m'a pas demandé si je voulais le voir. Il a simplement dit que nous avions rendez-vous le lendemain après-midi. J'ai hoché la tête comme d'habitude, mais quelque chose en moi, quelque chose de nouveau et d'incertain, m'habitait. Cette fois, il a chuchoté. « Regarde, écoute. »
Observez sa réaction lorsqu'il croit que vous ne comprenez pas. C'est à ce moment précis que j'ai su que le brouillard allait enfin se dissiper. Si vous vous êtes déjà senti rapetissé en présence de quelqu'un qui prétend vous aimer, vous reconnaîtrez peut-être ce léger tic-tac de la conscience qui précède tout changement. C'est doux. C'est patient. Et une fois que ça commence, ça ne s'arrête plus. Le lendemain après-midi, nous avons roulé en ville en silence. Un silence devenu familier au fil des ans. Familier pour lui, familier pour moi. Le quartier des entrepôts avait changé depuis notre dernière promenade. Les vieux bâtiments en briques s'étaient transformés en loft, en café aux poutres apparentes, la rivière coulait paisiblement, et l'argent se reflétait en arrière-plan. Derek se gara avec l'assurance de quelqu'un qui était déjà chez lui. Mathias ouvrit la portière, vêtu d'un doux pull gris et arborant un sourire serein qui illuminait son regard. Grand, posé, un homme qui n'avait pas besoin de combler le silence par des paroles. Il nous salua d'abord en anglais, poliment et chaleureusement. Puis, une fois à l'intérieur, il passa à l'allemand pour nous montrer un détail concernant les poutres d'origine. Derek répondit sans hésiter dans un allemand impeccable. Je gardai un visage impassible, les mains crispées sur la bandoulière de mon sac, feignant d'admirer les moulures. Le loft était d'une beauté à couper le souffle. De hautes fenêtres inondaient le parquet à larges lattes de lumière hivernale. L'îlot central de la cuisine était suffisamment long pour que 2 personnes puissent cuisiner côte à côte sans se cogner les coudes. Chose que nous n'avions jamais faite en 15 ans. J'imaginais déjà les matins passés ici. Le café qui infuse, des conversations à voix basse, sans que personne n'ait à se soucier de gagner. Derek traduisait des bribes de ses propos tandis que nous visitions les pièces. Belle lumière naturelle, dit-il. Une bonne gestion de l'immeuble, une jolie vue, mais rien d'exceptionnel. J'écoutais ce qu'il ne disait pas. Mathias décrivit les voisins, principalement des professeurs d'université, quelques médecins, des gens discrets et réservés. Derek haussa les épaules et me dit que c'étaient des gens ordinaires. Lorsque Mathias mentionna le petit jardin sur le toit, Derek resta muet. D'abord discret, puis plus du tout. Chaque fois que Mathias parlait avec chaleur ou fierté de l'endroit qu'il quittait, Dereric étouffait tout. Il transformait l'enthousiasme en indifférence, la sincérité en indifférence, l'humanité en un simple bruit de fond. Je me tenais près des baies vitrées, observant le fleuve couler en contrebas, sentant en moi une tension simultanée. Nous sommes retournés au salon. Mathias a proposé un café. Derek l'a accepté pour nous deux avant même que je puisse dire un mot. Assise au bord du canapé, les mains sur les genoux, je sentais mon pouls battre fort dans mes oreilles. Ils ont ensuite parlé de paperasse, puis de choses habituelles, les frais de clôture, les délais d'inspection. Mathias a alors mentionné une pratique courante dans certaines transactions. Enregistrer le bien au nom d'un seul individu au départ afin de simplifier les démarches administratives, surtout si l'un des conjoints gérait la plupart des finances. C'était une remarque anodine, rien de dramatique, juste une information. Dereric s'est adossé à son fauteuil, a croisé une cheville sur son genou et a répondu d'une voix basse et posée en allemand, comme si elle leur était destinée à eux deux. Sequisten severis nicit. Saul démange et le ciel font Nixon. J'ai senti les mots résonner avant même de les comprendre pleinement. Elle n'a pas besoin de savoir. De toute façon, elle ne comprend rien. C'est moi qui paie. C'est moi qui décide. Ça ne la regarde pas. Ma tasse de café a tremblé une fois dans ma main. Je l'ai posée délicatement pour que la porcelaine ne s'entrechoque pas contre la table en verre. Mes doigts se sont glacés. La pièce restait lumineuse et chaude, mais intérieurement, tout était devenu immobile et tranchant. Derek a continué la conversation comme si de rien n'était, détendu, charmant, le même homme qui était entré 20 minutes plus tôt. Il ne m'a pas jeté un regard. Il n'en avait pas besoin. Il croyait que j'étais toujours la femme qui n'entendait rien, ne comprenait rien, ne posait aucune question. Mais j'avais entendu chaque syllabe, et une fois que des choses pareilles sont prononcées entre 2 personnes qui partagent une vie, on ne peut plus les dédire. Le reste de la projection s'est déroulé dans un flou léger. J'ai hoché la tête quand Derek m'a demandé si j'étais prête à partir. Je crois que Mathias a dit ça en anglais à voix basse. Je suis sortie aux côtés de mon mari comme toujours, assez près pour former un couple, mais assez loin pour sentir la distance entre nous s'accroître à chaque pas. Dans l'ascenseur qui descendait, Derek fredonnait un air de la radio. Il semblait satisfait, content de lui.
Je fixais les chiffres qui défilaient vers le hall et sentais la première vraie fissure traverser le cœur de tout ce que nous avions construit. Si vous avez déjà été aux côtés de quelqu'un qui vous a promis de vous aimer et réaliser, en une seule phrase, qu'il avait décidé de votre place dans la masse, vous savez à quel point le désespoir peut être silencieux. Il ne gronde pas. Il arrive, tout simplement. Et après, faire semblant devient bien plus lourd que la vérité. Le trajet du retour fut un contraste saisissant. Derek gardait une main nonchalamment posée sur le volant, fredonnant au rythme de la chanson qui passait à la radio. La ville défilait à toute vitesse, les ponts enjambant le fleuve, la circulation de l'après-midi s'épaississant comme la boule dans ma gorge. Je fixais le vide par la fenêtre passager, repassant ces mots en boucle jusqu'à ce qu'ils résonnent comme un pouls. De toute façon, elle ne comprend rien. Ça ne la regarde pas. Pas de colère au début. Quelque chose de plus profond, de plus froid. Du chagrin. Le chagrin de toutes ces années passées à me faire toute petite, à croire que si je faisais plus d'efforts, si j'écoutais mieux, si je m'adoucissais davantage, il finirait par me voir autrement que comme un simple instrument de ses décisions. Le chagrin de ces matins où je me réveillais en me demandant où étaient passées mes propres limites. Nous nous sommes garés dans l'allée de notre maison de ville. Derek a coupé le moteur et s'est tourné vers moi avec un sourire désinvolte. Pas mal, hein? Je crois qu'on pourrait faire une offre. Il l'a dit comme si la journée avait été ordinaire, comme si rien ne m'avait bouleversé. J'ai réussi à hocher la tête, la voix étranglée par l'émotion. À l'intérieur, il s'est dirigé droit vers le salon et a allumé la télévision. Le commentaire d'un expert sportif a immédiatement envahi la pièce, fort, insistant, familier. Je suis resté dans le couloir, mon sac à main toujours serré dans mes mains, le poids de 15 années pesant sur mes épaules. D'habitude, j'aurais fait les choses machinalement. J'aurais accroché mon manteau, préparé le dîner, attendu un moment plus calme pour parler, mais ce moment n'est jamais venu de lui-même. J'avais toujours été celle qui lui faisait de la place. Et aujourd'hui, cette place en moi me semblait trop pleine. J'entrai dans le salon. L'écran affichait une lueur bleue sur son visage. « Il faut qu'on parle », dis-je. Il soupira sans lever les yeux, la télécommande toujours à la main. « Ça peut attendre. Les matchs viennent de commencer. » Non, pas cette fois. Il me jeta un coup d'œil, les sourcils froncés comme si je l'avais interrompu. Il n'était pas habitué à la fermeté de ma voix. Cela le déstabilisait. Je le voyais à la tension de ses épaules. Je l'interrogeai sur l'acte, sur le nom qu'il comptait y inscrire. Il cligna des yeux, interloqué un instant. Puis il reprit ses esprits. À nous deux, évidemment. Pourquoi ? Je lui racontai ce que j'avais entendu. Chaque mot d'abord en allemand, puis en anglais, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Son visage se décolora comme l'eau qui s'écoule d'un lavabo. Il se leva lentement, posant la télécommande avec une précaution calculée. « Tu parles allemand ? Depuis quand ?» La question resta en suspens, sans importance. Ce n'était pas une question de mots. C'était une question de trahison sous-jacente. Il arpentait la pièce, gesticulant comme s'il pouvait faire disparaître l'instant d'un revers de main. Il disait qu'il subvenait à nos besoins, qu'il gérait les situations difficiles, qu'il savait comment s'y prendre dans ce genre d'affaires. Je réagissais de façon excessive, je comprenais mal, je déformais ses paroles. Sa voix s'éleva, emplissant la pièce comme toujours lorsqu'il se sentait acculé. Mais cette fois, ces mots ne m'atteignirent pas. Ils rebondirent sur quelque chose de nouveau, un mur silencieux que je ne savais pas pouvoir ériger. Quand je lui ai dit que je ne lui faisais plus confiance, son visage s'est fissuré. Non pas de remords, mais de surprise. Comme si le fait de rester là, entière et inflexible, était la véritable offense. La dispute s'est prolongée jusqu'au soir, tournant en rond. Il a pris ses clés, finissant par marmonner qu'il avait besoin d'espace. Il a dit qu'il resterait chez son ami Ryan quelques jours. Laissez-moi le temps de me calmer. La porte claqua derrière lui. L'écho s'estompa, puis le silence, un silence différent de celui, lourd, que j'avais porté pendant des années. C'était différent, limpide, comme l'air après l'orage. Je suis allée dans la chambre et me suis assise par terre, adossée au lit. La moquette était douce sous mes paumes. J'ai laissé couler mes larmes, non pas pour lui, non pas pour ce que nous risquions de perdre, mais pour les parts de moi que j'avais enfouies si profondément que j'en avais presque oublié l'existence. La jeune fille qui riait si facilement à notre rencontre.
La femme qui rêvait autrefois de plus que de simplement survivre au jour le jour. La voix que j'avais étouffée avant que quiconque ne puisse le faire. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ce que le chagrin se transforme en autre chose. Un léger soulagement tremblant. Peut-être connaissez-vous cette douleur, celle qui survient lorsqu'on réalise combien de temps on a retenu son souffle, attendant la permission d'expirer. C'est épuisant. Et quand enfin elle se dissipe, l'espace qu'elle laisse derrière elle semble immense et vide au premier abord. Mais vide n'est pas synonyme de brisé. Vide signifie espace pour grandir. Le lendemain matin, je me suis réveillée les yeux gonflés et l'esprit agité. Derek n'était pas rentré. Pour la première fois, je ne me suis pas demandé où il était ni à quoi il pouvait bien penser. J'ai donc préparé du café et me suis assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur mon téléphone. Le numéro de Mathias figurait encore dans mes appels récents, celui que Derek avait confirmé pour la visite. Mes doigts hésitaient. Et s'il pensait que j'exagérais, que j'étais dramatique, faible? J'ai quand même composé le numéro. Il a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix chaleureuse et posée. Ici Mathias. Je me suis présentée, et lui, et dit que nous avions visité le loft la veille. Il y a eu un silence, puis une voix douce. Vous parlez allemand? Oui. Et j'ai tout entendu. Il a expiré lentement. Je m'en doutais. Vous étiez trop immobile, trop attentive. Je me suis excusée pour la gêne. J'ai dit que finalement, nous n'achèterions pas. Il m'a interrompu, m'a dit de ne pas m'inquiéter, puis a baissé la voix. Cela m'a rappelé la situation de ma fille, des années auparavant. Elle avait quitté un mariage comme celui-ci, pour construire quelque chose de mieux. J'ai perçu la même douleur silencieuse en toi. Ces mots résonnèrent doucement, comme une reconnaissance dont j'ignorais avoir besoin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue non pas comme un problème à gérer, mais comme une personne en qui l'on pouvait croire. Il proposa de me réserver le loft si je le souhaitais. De baisser un peu le prix. De me laisser le temps de m'organiser. Pourquoi? Demandai-je. Parce que recommencer à zéro ne devrait pas être plus difficile que ça ne l'est déjà. Et personne ne devrait se sentir insignifiant dans sa propre vie. L'espoir vacilla. Puis, faible, instable, mais réel. Les jours suivants se brouillèrent. Derek revint après 3 nuits, dormant sur le canapé, partant tôt, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. La froideur entre nous m'aurait anéanti autrefois. Maintenant, elle ne faisait que confirmer la vérité. Nous avions cessé de faire semblant. Tandis qu'il se déplaçait dans la maison comme un fantôme, je restais éveillé tard avec mon ordinateur portable à lire des articles sur le droit du divorce, le partage des biens, les démarches financières pour les femmes qui recommencent à zéro. Chaque article était comme une carte vers un endroit que je n'aurais jamais imaginé explorer. Terrifiant. Exaltant. J'ai appris que je pouvais revendiquer la moitié de notre maison de ville, qu'avec mon expérience professionnelle, une banque pourrait m'accorder un prêt. Les chiffres se sont avérés justes, pas facilement, mais possible. Et sous la peur, une certitude tranquille s'est installée. Je n'avais pas besoin de sa permission pour choisir. Ce changement ne s'est pas opéré dans les cris, les portes qui claquent ou les ultimatums dramatiques. Il s'est fait par petites décisions, prises à l'abri des regards. D'abord, la candidature. Une entreprise internationale de logistique recherchait un comptable senior pour coordonner les activités des filiales européennes. La maîtrise de l'allemand était un atout. J'ai lu la description 2 fois, le cœur battant la chamade. Mes doigts ont hésité une minute entière au-dessus du bouton « Envoyer ». Puis j'ai cliqué. L'entretien est arrivé plus vite que prévu. Un appel vidéo, un jeudi après-midi. Assise à la table de la cuisine, baignée d'une douce lumière naturelle, je portais le chemisier bleu marine que j'avais acheté des années auparavant et que je n'avais jamais mis parce que Derek m'avait dit qu'il me donnait un air trop sérieux. J'ai parlé allemand pour la première fois dans un contexte professionnel. Clairement, avec assurance, ma voix se faisant de plus en plus assurée à chaque phrase. La responsable du recrutement a souri à la fin. Impressionnée, a-t-elle dit. Nous avions précisément besoin de ce genre de précision et de confiance. Confiance. Ce mot résonna comme une pluie bienfaisante. Une semaine plus tard, l'offre arrivait dans ma boîte mail. Un salaire plus élevé, de meilleurs avantages sociaux, la possibilité de travailler à distance, un avenir qui ne dépendait de l'approbation de personne.
L'après-midi même, j'appelai une avocate spécialisée en divorce. Nous nous rencontrâmes virtuellement la semaine suivante. Elle était directe, bienveillante, inflexible. Elle expliqua le partage des biens, le calendrier, les différentes étapes. Quand je lui parlais de la maison de ville, elle acquiesça. La moitié vous revient. Sans hésitation. Je suis sortie de cet appel avec un sentiment de légèreté, comme si j'avais posé une valise que je portais depuis 15 ans sans me rendre compte de son poids. Derek remarqua le changement. Non pas les détails qu'il ignorait encore concernant le travail ou l'avocate, mais ma façon d'être dans la maison. J'ai cessé de lui demander son avis pour des broutilles. J'ai cessé d'attendre qu'il soit d'humeur à parler. J'ai cessé de m'excuser d'être là. Un soir, il rentra tard et me trouva à table, des tableurs et des simulateurs de prêts immobiliers ouverts. Il se tenait sur le seuil, les bras croisés. Qu'est-ce que c'est que ça? Je levai les yeux calmement. Des projets. Il ricana, mais son ton avait perdu de sa conviction habituelle. Des projets pourquoi? Ma part. Les mots restèrent en suspens entre nous. Il me fixa, attendant comme toujours que je cède. Je ne cédais pas. Après un long silence, il marmonna quelque chose à propos de mon caractère déraisonnable et s'éloigna. Cette nuit-là, il dormit de nouveau sur le canapé. Je ne lui demandai pas de revenir. Les formalités administratives avancèrent discrètement. Nous nous sommes mis d'accord sur le partage de la maison de ville. Il rachèterait ma part. Pratique, simple. Une fois le chèque encaissé, je le tins longuement entre mes mains sur le parking de la banque. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à moi. Le fruit d'années de patience et de persévérance se concrétisait enfin. J'appelai ensuite Mathias. Je voudrais m'occuper du loft, lui dis-je. Il ne parut pas surpris. Je te le gardais pour moi. La banque a approuvé le prêt immobilier plus vite que je ne l'aurais cru. Ma nouvelle offre d'emploi a joué un rôle. Un emploi stable, des revenus en hausse, un historique de crédit que j'avais discrètement entretenu pendant des années. Lorsque la conseillère en prêt m'a félicité, je l'ai remerciée et j'ai raccroché avant que les larmes ne coulent. Le jour de la signature est arrivé par une fraîche matinée de printemps. Le bureau de la société de titres embaumait le café frais et l'encre d'imprimante. J'ai signé là où on me l'indiquait, page après page. Ma main tremblait, non pas de peur cette fois, mais sous le poids de ce que cela représentait. La propriété, le choix. Un nouveau départ que j'avais bâti seul. Mathias m'a remis les clés en personne. Nous nous sommes retrouvés au loft. Il m'a fait visiter les lieux une dernière fois, me montrant les petits détails qu'il aimait. Arrivé aux fenêtres donnant sur la rivière, il s'est arrêté. « Tu seras heureuse ici », a-t-il simplement dit. Je l'ai cru. Ce soir-là, je me suis tenue seule dans le salon vide, les clés encore chaudes dans ma paume. Le soleil se couchait derrière la ville, teintant l'eau d'or. J'ai erré de pièce en pièce, touchant les murs, ouvrant les placards, écoutant le silence. Pas de télévision allumée, personne ne décidait de la suite, juste moi. Et pour la première fois depuis des années, le silence avait un goût de liberté, et non d'absence. Si vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de quitter une vie qui ne vous correspond plus, sans fracas, sans vengeance, simplement à petits pas, vous connaissez déjà la réponse. C'est possible. Et quand on y parvient enfin, l'espace qui s'ouvre en soi n'est pas vide. Il est à vous de le remplir. Le loft est devenu mon point d'ancrage pendant les mois qui ont suivi. Je m'y suis installée lentement, un carton après l'autre, en choisissant des meubles qui me semblaient justes. Du linge de maison gris clair, une table basse en bois chiné sur un marché local, des reproductions encadrées de la rivière à l'aube. Sans précipitation, sans contrainte de temps. Mon nouveau travail a trouvé un rythme que je n'aurais jamais cru possible. Des matinées consacrées aux rapports financiers pour les équipes à l'étranger, des après-midi à coordonner mes actions avec mes collègues de Berlin et de Munich. Mon allemand coulait de source, il n'était plus murmuré en secret. Chaque email, chaque réunion était comme une reconquête du terrain perdu. Non pas pour Derek, mais pour la personne que j'étais devenue, qui pensait devoir demander la permission d'évoluer. Le divorce a été prononcé cet été-là. Des formalités administratives discrètes, quelques signatures, et c'était réglé. Aucune amertume de mon côté, juste un sentiment de soulagement. Derek a gardé la maison. J'ai continué mon chemin. À peu près à la même époque,
je me suis inscrite à un cours du soir de certification en finance internationale, histoire de perfectionner mes compétences et d'élargir mes horizons. Au deuxième cours, un homme au regard franc et à l'allure décontractée s'est assis à côté de moi. Cette place est libre. Non. Allez-y. Il s'appelait Owen. Divorcé depuis quelques années, il prenait un nouveau départ en ville après une reconversion professionnelle. Il m'écoutait attentivement, posait des questions sans orienter la conversation. Après le cours, nous échangions nos impressions dans le couloir, puis nous rejoignions nos voitures sous les réverbères. C'est devenu une habitude. Un café avant les cours, des discussions tranquilles sur le travail et l'avenir. Owen n'a jamais forcé la main. Sa présence était comme la rivière qui coulait sous ma fenêtre, stable, discrète, toujours là sans prendre de place. Être près de lui me rappelait que les liens n'étaient pas soumis à des conditions, que le respect n'était pas quelque chose à gagner. C'était le point de départ. Je ne cherchais personne d'autre. Mais la vie a cette façon discrète de vous montrer ce qui est possible quand on cesse de se contenter de peu. Une année s'est écoulée avant que je ne prenne pleinement conscience de la distance qui me séparait de celle que j'étais. Un soir, je me tenais près de ces hautes fenêtres, à regarder les lumières de la ville scintiller sur l'eau. Le loft était chaleureux. Des livres que j'avais choisis sur les étagères, un plaid posé sur le canapé, et le léger parfum du café frais du petit déjeuner flottaient encore dans l'air. Owen est arrivé un peu plus tard, frappant doucement. Nous sommes sortis sur le petit balcon, un verre de vin à la main. L'air était frais, porté par le murmure lointain de la rivière. Il a pris ma main, non pas pour la serrer fort, mais délicatement, nos doigts s'entremêlant comme une invitation plutôt qu'une revendication. « Je suis heureux que nos chemins se soient croisés », a-t-il dit. « Moi aussi. » Ma voix est restée ferme. Pas de tremblement, sans aucun doute. Après son départ, j'ai erré lentement dans la pièce, me laissant envelopper par le silence. Pendant si longtemps, j'avais vécu comme si ma valeur dépendait de l'espace que j'occupais. J'avais laissé les autres décider pour moi. Les voix étouffent les miennes. Les vérités restent tues car le silence semblait plus sûr. Mais le silence ne protège pas. Il nous apprend seulement, à nous-mêmes comme aux autres, que notre voix est facultative. Dès l'instant où j'ai choisi autre chose, tout a basculé. Un travail qui reconnaissait mes forces. Une maison que j'ai façonnée de mes mains. Des gens qui m'ont traité d'égal à égal. Une vie où j'ai décidé de ma direction. Surtout, j'ai retrouvé la femme que j'avais presque laissée disparaître. Celle qui connaissait ses limites, sa force, sa lumière. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être parce que nous portons tous en nous, à notre manière, ces vérités cachées, celles qui murmurent. Vous n'êtes pas aussi bloqué que vous le pensez. Il y a toujours une porte qui vous attend si vous êtes prêt, à tourner la poignée. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.